Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Troisième vidéo sur le workshop dédié à l'aérographe. Et là, on va parler aujourd'hui spécifiquement de peinture. Alors, j'en ai vu des conneries et je pense que ça serait bien de remettre un peu le temple ou l'église au milieu du village, enfin ce que vous voulez, mais reprenons tout depuis le début. Qu'est-ce que c'est qu'une peinture ? Une peinture, c'est un mélange entre un liant, des constituants solides, et un solvant. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une peinture. Mais on va se pencher un petit peu sur les constituants solides, c'est-à-dire ce qui fait la couleur. Ce sont des pigments qui peuvent être soit d'origine minérale, soit d'origine synthétique, soit d'origine organique, qui sont broyés et qui constituent une poudre sous forme de paillettes. Ces paillettes peuvent être plus ou moins fines en fonction de l'utilisation et de l'usage qui va être fait de la peinture. On va avoir des paillettes assez grossières pour les peintures murales, et on va avoir des paillettes qui vont avoir une granulométrie nanométrique pour les peintures spécialisées dans les aérographes artistiques. Je fais bien la différenciation entre les pistolets à peinture, qui peuvent accepter sous certaines conditions les peintures murales avec des pigments en taille de paillettes, parce que leur buse et la constitution de ces pistolets à peinture n'est pas du tout la même que sur les aérographes dits artistiques à aiguille et à buse fine. Donc, quand je vois des gens qui utilisent des peintures, notamment qui ont des tailles adaptées à une application au pinceau, voire au mini-rouleau, les mettre dans l'aérographe et dire en diluant, je dilue un peu plus, ça va, ça passe, ça va, ça passe, oui et non. Oui, parce que vous allez devoir tricher comme des porcs, et non, parce que la taille de ces pigments risque de boucher votre aérographe. Et donc, quand on utilise notamment des buses et des aiguilles qui sont inférieures à 0,6 mm, si on utilise des peintures qui sont spécialisées pour l'application au pinceau dans votre aérographe, même avec une bonne dilution, tôt ou tard, vous allez créer des bouchons dans les systèmes de translation de votre aiguille, voire directement dans le gicleur, et ça va former des gouttes, et ça va être dégueulasse. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que c'est pas simplement pour nous faire plaisir que les fabricants font des gammes aérographes. C'est pas parce qu'ils ont fait des mélanges particuliers qu'ils mettent simplement aérographe ou airbrush dessus parce que c'est leur même peinture. Non, les pigments ne sont pas les mêmes. Ils sont adaptés. Ensuite, après, on a un liant. Donc, le liant, c'est ce qui va permettre d'agglomérer toute cette joyeuseté, de lui donner une constitution et qui va permettre, notamment avec certaines propriétés, mettre en cohérence ces différents pigments pour créer ce que l'on va appeler un film résistant une fois la dissipation de la troisième partie de la composition de la peinture, à savoir le solvant. Donc, quand le solvant est évaporé, le liant vient mettre en cohésion toutes les paillettes qui constituent la peinture et va donc créer un film qui va, en fonction de la propriété chimique du liant, créer une surface lisse ou au contraire avoir des irrégularités. C'est pour ça, par exemple, que certaines peintures ont quasiment pas de liant et ne peuvent pas être utilisées. Je pense notamment à la gouache, qui a un liant très limité et une résistance très limitée, et donc qui va s'écailler dans le temps, etc. À la contrario, quand vous prenez par exemple des nitrosynthétiques ou des glycérophthaliques, les liants qui viennent mettre en cohésion les différents pigments vont créer une zone plastifiée, en fait, vont plastifier la cohésion des pigments, et ensuite, après, ça sera très difficile de venir intervenir sur cette couche, sauf avec des décapages chimiques très puissants qui vont permettre de pouvoir attaquer la cohésion et le film que va créer le liant lors de l'évaporation du solvant.
Et ensuite, après, on a le solvant qui va, lui, de par sa nature, permettre de fluidifier le liant et les constituants solides de la peinture, et qui a qu'une seule vocation, c'est soit à polymériser par un processus chimique, c'est-à-dire une oxydation qui va créer une polymérisation. Donc ça, c'est dans le cas de certaines peintures, notamment les glycérophthaliques et les nitrosynthétiques, ou alors par évaporation, ce qui est le cas notamment des acryliques, et des acryliques à solvant. Voilà. Donc, ça, c'est la base. Voilà. Maintenant, parlons un petit peu des différents types de peintures. Moi, pour des raisons assez simples, les peintures que j'utilise sont essentiellement des acryliques, et de préférence des acryliques à l'eau, et pas des acryliques à solvant. Pour des raisons assez simples, c'est que dans l'environnement dans lequel je suis, notamment avec les animaux, j'ai des réticences à utiliser des solvants qui pourraient causer aussi bien pour moi que pour les bestioles qui accompagnent ma vie, de produits qui sont dangereux pour eux. L'autre problème aussi, c'est que quand on utilise, et je vous en ai parlé dans la première vidéo, certaines peintures, à l'aérographe, on a des effets de nébulisation, et ces effets de nébulisation vous obligent à protéger vos voies respiratoires avec ce genre de masque, qui est donc un FFP3, et c'est pas forcément super pratique à peindre avec ce genre de truc sur la gueule. Donc, bon, voilà. Ensuite, après, moi, je suis un coloriste, donc un graphiste coloriste à la base. Donc, ma vision de l'utilisation des peintures, que ce soit pour le réseau ou pour l'aérographie, ne va pas forcément être la même que celle d'un maquettiste qui veut absolument avoir les bonnes couleurs, etc. Je ne suis pas en train de dénigrer le travail de certains fabricants qui vous proposent des gammes de couleurs vraiment spécifiques pour tel ou tel type de matériel historique, etc. Parce que je peux comprendre que on n'ait pas forcément suffisamment de connaissances en chromie pour pouvoir reproduire un vert 301 SNCF par exemple. Donc effectivement, quand un fabricant vous propose ces couleurs-là, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de jouer aux petits coloristes, mais moi, sur la grande majorité du décor, je travaille avec le cercle chromatique, et donc j'utilise des primaires. Hein, donc le cyan, le magenta, le jaune, une base matante blanche, donc du blanc, et un rehausseur de noir, qui est en fait un noir de Mars. Et donc, du coup, je suis exactement comme en fonctionnement de l'imprimerie, hein, donc CMJN, voilà, plus ma base matante. Voilà. Donc, c'est essentiellement ces 5 pots que j'utilise, et ensuite, avec mon cercle chromatique, je viens recréer mes couleurs que je vais ensuite utiliser sur le décor. Alors, bien évidemment, vous avez vu que moi, je travaillais avec des acryliques de chez Amsterdam. Je n'utilise pas ces acryliques-là pour l'aérographe, j'utilise les primaires spéciales aérographes parce que les pigments sont nanométriques et sont définis pour être utilisés en aérographe. Donc là, on est sur une gamme qui s'appelle Premium Airbrush Color de chez Vallejo. Et donc le cyan, c'est la référence 62.010. Le magenta, c'est la référence 62.07. Le jaune primaire, c'est la référence 62.03. Et ensuite, après, on a le blanc en base matante, qui est le 62.01, et le noir en base de contraste, qui est le 62.020. Voilà. Donc, ces couleurs-là vont me permettre de pouvoir utiliser ma roue chromatique pour recréer les couleurs que je veux et les mélanges que je veux. Alors ensuite, après, on va tuer un deuxième mythe, qui est que beaucoup de gens disent « Oui, mais les gammes airbrush, c'est des gammes qui sont en fait prévues à la bonne dilution dans l'aérographe. » Non. Non.
les gammes airbrush nécessitent une dilution. Quoi qu'il arrive, vous devez diluer même les peintures airbrush. Alors, elles sont certes un petit peu plus fluides, mais elles sont plus fluides parce que les pigments sont plus fins. Pas parce que elles ont reçu une dilution prête à l'emploi. Par contre, vous avez certains fabricants qui proposent des gammes airbrush prêtes à l'emploi. Mais quand on prend par exemple les Vallejo Premium airbrush, c'est simplement qu'elles ont dans leur processus de fabrication des pigments nanométriques compatibles avec l'utilisation de buses inférieures à 1 mm. Voilà. Donc ça ne vous empêche pas ensuite après de préparer votre couleur. Et la préparation d'une couleur, c'est quelque chose qui demande un petit peu de doigté. Voilà. Fin de l'introduction sur ça. Maintenant, deuxième commentaire sur ce que j'entends sur votre couleur et votre peinture doit avoir une texture laiteuse. Non. Je suis désolé, hein, je casse des mythes, mais c'est pas la texture laiteuse qui est importante. Il y a deux choses qui sont importantes quand on veut préparer une peinture pour son aérographe. D'une part, c'est ce qu'on appelle la cohésion des pigments, c'est-à-dire que les pigments soient bien répartis dans le liant. Donc, c'est ce que l'on appelle une peinture heureuse. Une peinture heureuse, c'est une peinture où le liant aura fait une bonne cohésion et où il n'y aura pas de pâte et d'agglutination, c'est pas très de conglomérat de pigments, et puis des endroits sans pigments. Donc ça veut dire que vous devez avoir dans la préparation de la peinture un travail de mélange qui va vous permettre d'avoir une cohésion pigmentaire absolument irréprochable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vous devez avoir suffisamment de solvant et de diluant, c'est-à-dire le solvant de la peinture en elle-même, plus un ajout en diluant qui va permettre de pouvoir garder la cohésion entre le liant et les matières solides, les constituants solides, mais qui va permettre de pouvoir avoir suffisamment de souplesse pour pouvoir être pulvérisé. Parce que, à la différence d'une peinture qui est appliquée au pinceau ou au rouleau, la peinture pulvérisée doit avoir suffisamment de fluidité pour ne pas sécher alors qu'elle est sous forme de micro-gouttelettes. Et donc, le solvant vient apporter suffisamment de flexibilité et protéger le liant et les matières constitutives, les matières solides, pour éviter que votre peinture sèche alors qu'elle est en suspension. Voilà. Donc, c'est les deux aspects qui sont importants quand vous préparez votre peinture. C'est effectivement d'avoir une texture et une fluidité de votre peinture qui fasse que quand elle est utilisée en projection, elle ne sèche pas avant d'arriver sur votre support. Ça ne veut pas dire qu'elle doit avoir une texture laiteuse. Ça ne veut strictement rien dire. Par contre, visuellement, vous pouvez déterminer à quel moment votre peinture est bien diluée ou elle n'est pas diluée. Et ça, on le verra dans un autre épisode quand on fera spécifiquement un mélange avec une démonstration. Là, pour l'instant, on reste dans la théorie. Voilà. Fin de cette partie spécifique sur les peintures aérographes par rapport aux peintures dites traditionnelles, les peintures murales ou les peintures artistiques qu'on peut appliquer au pinceau. Maintenant, on sait qu'il y a plusieurs technologies de peinture. On a les glycérophthaliques, appelées dans le monde anglo-saxon les énamels, qui sont des peintures qui ont tendance à être de plus en plus retirées du marché parce qu'elles sont dangereuses pour les organismes biologiques, donc vous, vos animaux de compagnie et les animaux sauvages. Et ce sont des peintures qui nécessitent des solvants et des diluants qui ont des grosses suspicions d'être cancérigènes. Donc du coup, on trouve de moins en moins des énamels, mais par contre, on va trouver de plus en plus des acryliques à solvant, des acryliques polymères à solvant, des acryliques à l'eau, des nitrosynthétiques, ça commence à être un peu plus rare, des cellulosiques, ça c'est très rare,
et des polyuréthanes qui sont encore plus rares parce que elles sont utilisées généralement dans l'industrie et très très peu dans les peintures dites grand public. Alors, on en trouve, mais voilà, c'est un peu compliqué. Puis à l'aérographe, mettre des polyuréthanes à l'aérographe, c'est toute une histoire. Voilà. Donc, je sais qu'il y a quelques fabricants qui font des polyuréthanes. Si je me souviens bien, il y a Interfer qui en fait, et puis AMF doit en faire de mémoire, mais pour les peintures qu'on utilise en modélisme ferroviaire. Ensuite, après, il y a un petit tableau. Alors, je vais vous le mettre ici. Je vais vous le lire, mais je vais le mettre ici. Qui sont les compatibilités de peinture à recouvrement. Alors, pour commencer, on va commencer par les polyuréthanes, qui ne peuvent s'appliquer sur nulle autre peinture que sur les polyuréthanes. Comme ça, on est clair. Ensuite, les acryliques à l'eau peuvent s'appliquer sur toutes les peintures, mais aucune des peintures, y compris les polyuréthanes, ne peuvent s'appliquer sur les acryliques à l'eau. Comme ça, on a fini les subtilités. Et ensuite, vous verrez dans le petit tableau que, en fonction des différentes peintures, à part les cellulosiques qui ne permettent pas de pouvoir se mettre sur les acryliques à l'eau et sur les acryliques à solvant et sur les nitrosynthétiques, globalement, les glycéros et les acryliques à solvant peuvent se mettre partout, sauf sur les acryliques à l'eau. Voilà. Donc, en ayant ça, pourquoi ce tableau est un peu important, et je vais vous le remettre en post-prod en bas pour que vous puissiez le voir. Pourquoi c'est important? Parce que quand on utilise plusieurs types de peintures différentes sur un modèle, ou que le modèle a été peint avec certaines peintures et qu'on veut venir faire un weathering, enfin une patine et un vieillissement, il faut savoir avec quoi elle a été peinte. Et c'est là où on entend une quantité de conneries absolument phénoménales. La première des choses, quand vous avez un doute sur le type de peinture qui a été utilisé par un fabricant ou un constructeur de miniatures, la première des choses que vous pouvez faire, c'est lui envoyer un mail au service technique en disant voilà, quel est le type de peinture que vous utilisez? Est-ce que ce sont des acryliques, des nitrosynthétiques, des cellulosiques? Voilà. Il vous répondra. Bon, en fonction de certaines marques, il y a, et en fonction aussi des lieux de fabrication, il y a certains modèles qui auront été faits avec des glycéros, d'autres avec des nitrosynthétiques, d'autres avec des cellulosiques, etc. Donc ça, c'est toujours intéressant de le savoir. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter les fabricants et à leur demander. Alors, quand les fabricants sont français, c'est encore plus simple. Vous passez un petit coup de téléphone à RE et vous leur dites vous utilisez quoi comme peinture? Est-ce que vous utilisez voilà, pour éviter d'avoir des drames. Voilà. Maintenant, parlons un petit peu une dernière chose en ce qui concerne les peintures dites de modélistes. Quelles sont les meilleures peintures? Je vous ai parlé que moi j'utilisais les Vallejo. Les Vallejo et les Prince Auguste sont les mêmes. C'est la même usine qui fabrique Vallejo et Prince Auguste. Donc les gens qui disent je trouve les Prince Auguste meilleurs ou je trouve les Vallejo meilleurs, c'est comme les yaourts quand vous mettez un packaging bleu et que vous mettez un packaging marron et que vous faites goûter ça aux gens, les gens vont vous dire que le yaourt au packaging marron est moins bon que le yaourt au packaging bleu, alors que c'est le même. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous vous faites avoir par le marketing et par le branding, alors que c'est la même usine qui fabrique Prince Auguste et Vallejo. Donc, du coup, les correspondances de gamme entre Prince Auguste et Vallejo sont globalement les mêmes. Voilà. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est qu'ils vont peut-être choisir des tons sur leur roue chromatique de peinture prête à l'emploi qui vont être légèrement différents, mais en règle générale, elles sont complémentaires. Voilà, donc c'est la petite chose. Vallejo a une quantité de roues chromatiques différentes avec des gammes différentes. Vous avez les gammes Model Color, les gammes Liquid Color, les modèles Air, les Metal Color, les Panzer Access, les gammes Color, les gammes Air, les Mecha Color, les Weathering Effect, les pigments. Alors, on va revenir un petit peu sur tout ça. Toutes ces peintures-là sont des peintures à pigments maquettes. Donc, ils ont des pigments fins. Par contre, toutes les gammes qui ne sont pas des gammes Air sont normalement
prévues pour être appliquées au pinceau, au rouleau et à toute autre méthode que l'aérographe. Ce qui veut dire que si vous les utilisez dans un aérographe, vous pouvez, mais vous ne pouvez pas utiliser ni d'aiguille ni de buse qui soient en dessous de 0,8 mm. Sinon, vous allez avoir des problèmes de bourrage qui vont arriver à un moment donné ou à un autre. Dans de très rares cas, en forçant un petit peu sur les dilutions, vous allez être en capacité de pouvoir les faire passer sur des buses de 0,6 voire de 0,4. Mais vous allez voir à la longue que ça va boucher votre, surtout si vous ne le nettoyez pas bien, votre aérographe, ça va boucher votre aérographe et vous allez être obligé de passer par la case nettoyage à ultrasons parce que tout sera complètement dégradé. Voilà. Donc, les peintures qui sont dites en weathering effect sont des peintures avec des liants et des additifs dans les solvants qui vont venir changer la façon dont le pigment va se retrouver capturé par la polymérisation du liant. Donc, ce sont des peintures qui sont intéressantes et en fonction de leur type de caractéristiques, elles vont nécessiter une dilution avec le diluant de la marque. Ce qui n'est pas forcément le cas avec ce genre de peinture qui peuvent être diluées avec de l'eau distillée mélangée à de l'alcool IPA ou de l'alcool de pharmacie à 70 degrés. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez utiliser du liquide lave-glace, ce qui est exactement la même chose. C'est-à-dire c'est de l'alcool isopropylique ou de l'alcool de pharmacie, qui est de l'alcool je ne me souviens plus, ça me reviendra, je mettrai en description. Mais donc, ces peintures-là, elles peuvent être diluées, effectivement, à l'eau distillée, avec 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers d'eau distillée et 1 tiers d'alcool. Elles peuvent être aussi utilisées, et ça, on n'en parle pas assez, elles peuvent être utilisées avec du propylène glycol et de la glycérine végétale, voilà. Et ça, c'est pour pouvoir obtenir certains effets. Mais j'en reparlerai quand on traitera sur les vidéos de modèles, sur les peintures de modèles, etc. En fait, pour les acryliques, on peut utiliser différents types de matériaux. On peut utiliser aussi, alors je me souviens jamais, donc du coup je le regarde, parce que sinon je vais vous dire une bêtise et j'aimerais bien éviter de vous dire une bêtise. Est-ce que je me souviens jamais de ce nom et voilà, on peut aussi utiliser de l'éthanol butoxylique. Donc c'est une forme d'éthanol pour diluer les acryliques à solvant, pardon, pas les acryliques à l'eau. Voilà, donc c'est ça, hein, ça c'est le thinner. Voilà, c'est ça, c'est pour toutes les peintures Vallejo. Voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous dire un petit peu sur les peintures pour l'aérographe. Donc petite précision, ne pas utiliser de peinture avec des paillettes pigmentaires trop importantes dans votre aérographe, vous allez le boucher. Ne pas utiliser de peinture à pinceau en les diluant, en se disant il n'y a pas de problème, ça va marcher. Non, vous allez être obligé d'utiliser des aiguilles et des buses qui sont plus importantes, donc vous allez perdre en précision. Et le film, c'est-à-dire le liant agglomérateur, risque de bouffer certains de vos détails sur vos maquettes. Donc voilà, il y a une raison. Et non, les peintures, même dites prêts à l'emploi, nécessitent toujours une dilution avant d'utiliser sur l'aérographe. Et la dilution ne se fait pas au doigt mouillé en fonction d'un aspect laiteux, mais se fait en fonction de la cohérence des pigments, c'est-à-dire avec le test de la vitre. Donc ça, je vous en parlerai quand on fera des essais de couleurs et d'application à l'aérographe.
Voilà, ça conclut un petit peu cet épisode-là sur les peintures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À nous laisser un petit pouce, ça nous fait plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, semaine, week-end, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo qui vient de dépasser les 25 minutes. Et je vous dis à très bientôt.